Notre système de santé s'est structuré autour des réformes de 1958 qui ont offert aux centres hospitaliers universitaires, les CHU, une place centrale dans l'organisation et qui leur ont conféré un statut d'excellence, que ce soit en termes de recherche ou de pédagogie. Cependant, ces réformes ont eu comme contrepartie de délaisser le milieu ambulatoire, et en délaissant l'ambulatoire, elles ont délaissé la médecine générale et nous avons des jeunes confrères qui ont beaucoup de mal à s'installer. Pendant très longtemps, la durée moyenne d'installation était de plus de 10 ans. Et si nous souhaitons offrir un égal accès aux soins à l'ensemble de la population, nous devons remettre en avant les soins premiers, les soins de premier recours et permettre l'accès à l'ensemble des citoyens à un médecin généraliste de proximité. Ce qui a probablement été à l'origine de la difficulté d'installation, c'est une difficulté de se projeter en tant que médecin généraliste. Et pour se projeter en tant que médecin généraliste, je pense qu'il faut avoir un modèle. Et pendant plus de 40 ans, les médecins généralistes ont fait l'ensemble de leurs études médicales à l'hôpital. Ce n'est qu'en 1997 qu'est apparu dans les textes un statut de stage en 3e cycle en milieu ambulatoire chez le médecin généraliste. Et à ce moment-là, seulement 6 mois, dans l'ensemble de leur formation, qui était de 9 ans, seulement 6 mois étaient consacrés à la ville, à l'ambulatoire. Donc c'était extrêmement difficile de vouloir s'installer dans des conditions que l'on n'appréhendait pas et qu'on n'avait quasiment jamais expérimentées dans l'ensemble de notre vie. Donc les choses évoluent. Il y a eu la mise en place de ce qui s'appelle un SASPAS, un stage de 2e niveau. Et nous allons mettre en place dans la réforme du DES un 3e stage ambulatoire. Et puis enfin, il y a eu la mise en place du stage d'externe. C'est-à-dire que dans les 6 premières années d'études de médecine, à aucun moment, jusqu'au début des années 2010, les jeunes médecins en formation ne découvraient ce qu'était la médecine générale et l'ambulatoire. Et donc ce n'est qu'en 2011-2012 que les premiers stages d'externe se sont véritablement développés et ont permis un petit peu aux jeunes médecins de découvrir ce qu'était que la médecine ambulatoire. Et pour créer des vocations, pour donner envie aux jeunes de s'installer en tant que médecin généraliste, mais il faut qu'ils aient eu au moins un exemple, qu'ils aient eu une personne à qui pouvoir s'identifier. Sans cela, ça paraît effectivement très difficile. Lorsqu'on prend l'exemple de la quasi-totalité des autres spécialités, lorsqu'on demande aux jeunes étudiants en médecine pourquoi vous voulez vous installer, quelle est la spécialité que vous voulez faire, très souvent on voit la petite pensée, la petite lueur qui revient et qui dit c'est parce que moi j'ai fait ce stage de pneumo, j'ai fait ce stage de cardio, j'ai fait ce stage de réanimation qui n'attend plus et c'est pour cela que je veux devenir réanimateur, cardiologue, pneumologue. C'était impossible avec la médecine générale jusqu'à il y a très peu de temps et donc il nous faut accentuer ce mouvement. Et encore une fois, je rappelle que 50% des médecins sont des médecins généralistes. Pour l'instant, un stage sur la quinzaine que doivent faire les étudiants en médecine lors de l'ensemble de leur parcours de 2e cycle est consacré à la médecine générale. Il est, de mon point de vue, absolument indispensable de développer l'excellence aussi en ambulatoire, de développer l'excellence pour les soins, mais aussi pour l'enseignement et pour la recherche. C'est un deuxième enjeu dont on reparlera peut-être, mais développer la recherche en médecine générale est un aspect fondamental parce qu'il n'y a pas de qualité des soins sans une recherche de qualité qui permet de faire évoluer les soins au gré de l'évolution des technologies, des données scientifiques, de l'épidémiologie. Et il y a un papier très intéressant qui était sorti dans le JAMA il y a une dizaine d'années qui montrait que si on prenait les 10 principaux essais cliniques randomisés qui étaient autour d'un médicament et qu'on refaisait cet essai clinique randomisé dans d'autres circonstances, 40% d'entre eux ne donnaient pas les mêmes résultats. Seuls 60% étaient reproductibles. C'est un peu plus que si on lance une pièce en l'air, mais pas tant que ça. Et une des raisons qui était donnée par les auteurs pour expliquer le fait de la mauvaise reproductibilité de ces essais cliniques randomisés, c'était que ces essais étaient faits dans des populations très spécifiques, dans des populations sélectionnées, avec quasiment toujours une seule pathologie, et dans une population qui était hospitalisée en CHU. Aujourd'hui, les données de l'industrie du médicament, c'est que 1% de la recherche en France est faite en ambulatoire. 99% est faite en milieu hospitalier, pourtant la prise en charge des patients se fait majoritairement en ambulatoire. Et il a été prouvé qu'il n'est pas facile d'extrapoler les données hospitalières au milieu ambulatoire. On sait que les résultats ne coïncident pas toujours parce que la population qui consulte n'est pas toujours la même, parce qu'elle n'a pas les mêmes pathologies, qu'elle n'a pas le même contexte. Et donc il nous faut développer cette recherche en milieu ambulatoire afin de pouvoir la rendre plus adaptée, plus pragmatique par rapport à ce qui se passe véritablement en ville. Pendant des dizaines d'années, la médecine générale, depuis les lois de 58, la médecine générale en fait été exclue du champ universitaire. Et en fait, sociologiquement, les médecins généralistes se sont presque construits
en opposition avec l'université. Et ce qui a été sûrement à l'origine d'une incompréhension entre les CHU et les médecins généralistes. Et il est temps d'inverser et d'annuler cette opposition, il est temps d'agir là-dessus. Donc cela a commencé, il y a eu depuis on va dire 2008 un véritable début avec la loi HPST. Et puis les premiers chefs de clinique qui ont commencé en 2007, et puis les premières titularisations dans les années qui ont suivi de professeurs d'université de médecine générale. Mais aujourd'hui, il y a 80 titulaires de médecine générale, donc 80 professeurs ou maîtres de conférences des universités, par rapport à environ 5500 hospitalo-universitaires. Donc ça représente encore une tranche très restreinte de l'universitarisation en médecine. Mais nous pouvons aussi nous appuyer sur des enseignants associés, qui sont à peu près 200, des chefs de clinique, mais probablement le plus important de tout ça, ce sont les maîtres de stage des universités. Les maîtres de stage d'université ont vocation à mailler le territoire avec un lien fort avec l'université. Et ces maîtres de stage étaient à peine 3000 il y a 10 ans, et ils sont aujourd'hui plus de 9500. Si nous souhaitons pouvoir assurer un enseignement de qualité dans les territoires auprès de la population des médecins généralistes, il faut que demain, il soit plus de 12 000, voire 15 000 à terme. Il y a plusieurs points là-dessus. Je pense qu'un des premiers points, c'est que le système tel qu'il a été construit en France, c'est un système bismarckien, principalement fondé sur le paiement à l'acte, favorise la productivité, le nombre d'actes et la prise en charge des pathologies aiguës, des épisodes de soins. Mais ce n'est pas un système qui favorise la prise en charge globale ni la prévention. Donc si nous souhaitons avancer dans le domaine de la prévention, qui est un enjeu fort des années à venir, il nous faut diversifier les modes de rémunération. Il ne faut pas se contenter uniquement du paiement à l'acte, c'est quelque chose qui est amorcé, mais il faut aller plus loin. Il faut mettre en place des forfaits structures, il faut mettre en place du paiement probablement à ce qui s'appelle la performance, en étant prudent sur ce qu'on entend par ces termes-là. Il faut probablement encourager l'exercice coordonné, il faut encourager aussi l'innovation. Donc, il y a de nombreux chantiers sur lesquels il faut probablement investir. Je vous parlais tout à l'heure aussi de la recherche. Je pense que si on veut que la recherche se fasse aussi en ambulatoire et aussi en médecine générale, il faut investir sur la recherche en ambulatoire, et c'est un des enjeux importants dans les années à venir. Et puis un deuxième enjeu au-delà de la prévention, c'est la pluriprofessionnalité. Là aussi, nous avons tous appris à travailler par profession, en silo, et il nous faut, dans les études, je vous disais qu'il fallait plus exposer les jeunes médecins à la médecine générale dans leurs études, mais il faut aussi plus les exposer à la prise en charge pluriprofessionnelle. Il faut mixer les stages avec les infirmiers, avec les kinés, avec les pharmaciens pour que les jeunes apprennent à se connaître dans leurs études. Si on veut qu'ils travaillent ensemble lorsqu'ils sont professionnels installés, il faut qu'ils apprennent dès leurs études. Et puis, lorsqu'ils sont installés, là aussi, il y a probablement des forfaits à mettre en place afin de favoriser cette prise en charge pluriprofessionnelle, parce que les acteurs, spontanément, lorsque l'incitation financière les encourage à travailler seuls, ils ont tendance à travailler seuls. Si on veut que les acteurs travaillent plus ensemble, il faut que le système et aussi le système financier qui permet d'encadrer l'activité médicale ait tendance à encourager la prise en charge pluriprofessionnelle. Alors je pense que là aussi un des enjeux principaux, c'est les stages. Il faut que les étudiants en découvrent, parce que jusqu'à présent, tous les spécialistes d'organes faisaient l'ensemble de leur cursus sans jamais mettre un pied en médecine générale. Alors que la réciproque n'était pas vraie, parce que les médecins généralistes étaient formés, comme je vous le disais, quasiment exclusivement à l'hôpital. Si nous souhaitons pouvoir communiquer ensemble, il faut que les médecins généralistes, évidemment, continuent à découvrir l'ensemble des facettes de l'hôpital, afin de connaître le système de santé hospitalier. Mais il faut aussi que les médecins spécialistes découvrent ce qu'est la médecine de ville, afin de mieux appréhender ce qui s'y passe et afin de faciliter le parcours du patient. Parce qu'au final, c'est ça qui va être important, c'est comment le patient va passer de la ville à l'hôpital. Il faut avoir notion de qu'est-ce qui se passe pour un médecin généraliste lorsqu'il fait hospitaliser un patient, quel retour il a pour la prise en charge de ce patient. Et tout ça, je pense que les médecins spécialistes probablement n'avaient pas du tout la notion dans ces dernières années de ce qui se passait en ville, et la réforme qui fait que maintenant quasiment tous les médecins spécialistes sont passés en ville et devront passer plus en ville dans les années à venir. Mais quand je dis en ville, c'est évidemment en cabinet de médecine générale, mais c'est aussi découvrir ce que c'est qu'un pédiatre qui travaille en libéral, c'est aussi découvrir ce que c'est qu'un gynéco qui travaille en libéral, c'est aussi découvrir un ophtalmo qui travaille en libéral, parce que pour l'instant, toute cette facette non hospitalière de la médecine et ne se découvre qu'une fois les études terminées. Voilà. Et donc ça, c'est très important de faire évoluer le système de santé afin qu'il y ait une prise de conscience bien plus précoce de ce qu'est le monde de la santé en dehors des murs de l'hôpital.